Merci beaucoup. C'est la même chose pour moi de passer de Frédéric à l'honorable Frédéric. C'est un défi aussi. Mais je vais travailler là-dessus. Donc, merci beaucoup de m'accueillir cet après-midi. C'est une première pour moi à deux égards. D'abord, c'est ma première présence à l'Université Laval. C'était vraiment dû. Et je crois aussi que c'est ma première intervention dans un colloque de droit. Donc, vous aurez deviné que je ne suis ni de Québec, ni avocate ou juriste, mais la Montréalaise avec un background en mathématiques est super contente d'être ici et de vous parler de cryptoactifs. Donc, je travaille à l'Autorité des marchés financiers depuis 10 ans. J'ai commencé mon séjour à l'autorité au niveau de l'encadrement des produits dérivés de gré à gré. Mais comme je vous disais, la mathématicienne en moi s'intéressait beaucoup aux technologies, s'intéressait beaucoup aux innovations. Donc, en 2016, j'ai commencé avec un collègue à regarder ce truc-là qu'on appelait un Bitcoin, qu'on appelle toujours un Bitcoin. Et c'est encore quelque chose qu'on regarde aujourd'hui en termes d'innovation, mais on est beaucoup plus avancé aujourd'hui dans l'intégration de cette innovation-là dans nos activités. Tous les secteurs de l'autorité sont interpellés par les cryptoactifs. On a beaucoup parlé de blanchiment d'argent tantôt. C'est sûr que les cryptoactifs sont un instrument utilisé dans ce type de crime-là. Ceci étant dit, mon intervention cet après-midi va être beaucoup plus du point de vue de la protection du consommateur, de la protection de l'investisseur. Les cryptos, c'est complexe. En 15 minutes, là, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est un cryptoactif. Je ne vais pas non plus vous faire une présentation détaillée de l'encadrement qui a été mis en place au Québec, au Canada, pour ces marchés-là. J'ai des collègues qui sont beaucoup mieux placés que moi pour le faire. Par contre, je vais essayer de vous donner un survol de qu'est-ce qui se passe dans nos activités, qu'est-ce qu'on a mis en place pour faire face à cette innovation-là. Un premier point que je voudrais amener avant même d'entamer ma présentation, une réaction par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Je vais vous interpeller en fin de présentation, je vais vous demander votre aide, mais je vais le faire dès maintenant aussi. Lorsque c'est possible de ne pas utiliser le mot crypto-monnaie. Ce ne sont pas des monnaies. Et d'un point de vue d'éducation et de sensibilisation des consommateurs, c'est important de ne pas laisser entendre que ces actifs-là constituent une monnaie, de ne pas créer ce sentiment de confort par rapport à des dollars, à une monnaie, quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, à l'autorité, on utilise le terme cryptoactif pour bien des raisons, mais la raison de la sensibilisation là, des investisseurs et des consommateurs en est une très importante. Donc, je vous parlais plutôt de l'encadrement, de l'évolution de l'encadrement et comment est-ce qu'on a abordé cette question-là. Je vais vous parler des plateformes de négociation de cryptoactifs, qui sont des endroits virtuels où on peut acheter et vendre des cryptoactifs, des endroits qui offrent des services de garde. Donc, une fois qu'on l'a acheté, le cryptoactif, le Bitcoin, l'Ether, en tout cas, il y en a un paquet. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, il y a plusieurs options et l'une d'entre elles est de le laisser aux soins de la plateforme. Il y a aussi plusieurs autres services dans lesquels là, je ne vais pas m'embarquer aujourd'hui, la possibilité de négocier des dérivés, la possibilité de faire des opérations sur marge, le staking, des prêts. Donc, vraiment tout un écosystème qui réplique plusieurs des activités des marchés financiers traditionnels qui s'est développé autour de cette innovation-là.
Donc, les travaux au niveau réglementaire de l'autorité, avec les autorités canadiennes en valeurs mobilières, donc les autres régulateurs provinciaux, ont vraiment pris de la vitesse après la faillite d'une plateforme canadienne qui s'appelle Quadriga en 2018. Vous vous souviendrez peut-être. C'est un événement qui avait fait beaucoup les manchettes à l'époque. Le fondateur, qui était le seul à pouvoir accéder aux cryptoactifs qui étaient détenus par la plateforme pour les clients, était disparu en Inde. Et, on n'avait plus la possibilité de retrouver ces cryptoactifs-là, d'y accéder et de les retourner aux clients. Les plateformes, c'est encore un terme bien précis qu'on utilise. On les appelle les plateformes parce que souvent, elles vont se présenter comme des bourses. Et encore une fois, une bourse, on le sait, c'est réglementé, alors que les plateformes à l'époque ne l'étaient pas nécessairement. Donc, encore une fois, on s'éloigne de ce qui est connu des consommateurs connus et rassurants. Ce sont des plateformes de négociation de cryptoactifs. Et les ACVM, l'autorité et les ACVM ont pris juridiction sur ces activités-là et ont qualifié la relation entre la plateforme et un client de contrat sur cryptoactifs qui est une valeur mobilière. Donc, de ce fait-là, la plateforme doit être inscrite auprès de l'autorité, auprès des ACVM, et doit respecter une série d'obligations. Donc, on parle ici d'une inscription à titre de courtier. Et je pense que ce qui est important de retenir, c'est que c'est la législation, la loi sur les valeurs mobilières qui s'applique. Ce sont les règlements qui existent, les règlements 31-103 et plusieurs autres, qui sont appliqués avec les modifications nécessaires pour s'adapter à ce type d'activité-là. C'est un travail colossal que mes collègues de l'équipe d'inscription ont dû faire. Des plateformes, il y en a des tonnes au Canada, ailleurs dans le monde. Les Québécois, les consommateurs québécois qui veulent acquérir des cryptoactifs, qui veulent transiger des cryptoactifs, le font en ligne. Donc, en ligne, on ne sait pas nécessairement où se trouve la plateforme. Elle peut être au Québec, elle peut être au Canada, mais elle peut être dans n'importe où sur la planète. Donc, de prendre juridiction sur ce marché-là, ça veut dire tout d'un coup devoir inscrire un très grand nombre de plateformes, tout en même temps. C'est un défi, comme je disais, colossal. On a maintenant 12 plateformes qui sont dûment inscrites. Et pour pouvoir adresser le fait que plusieurs plateformes veulent s'inscrire en même temps, on a, en février 2023, publié un avis par lequel on demande à ces plateformes-là de souscrire un engagement pré-inscription. Ce que ça veut dire, c'est qu'on demande aux plateformes d'accepter eux-mêmes et de s'engager à respecter toutes les obligations qui vont leur être imposées une fois inscrites. Donc, 12 plateformes dûment inscrites, une dizaine d'autres qui ont souscrit un engagement pré-inscription. C'est un travail qui se continue, c'est un travail qui se poursuit. Si vous regardez sur le site de l'autorité la liste des plateformes inscrites, vous verrez que ce sont majoritairement des plateformes situées au Canada. Donc, ça a été une orientation prise de faire le ménage dans notre propre jardin avant d'aller ailleurs. Je vous dirais que c'est réussi là, en très grande partie du fait de ce travail-là qui a été accompli. En parallèle, on travaille aussi avec nos pairs à l'international au niveau de l'OICV, l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Les cryptoactifs, la chaîne de blocs, l'Internet, toutes des innovations technologiques qui ne connaissent pas de frontières. Donc, je le mentionnais tantôt, la plateforme peut être située n'importe où sur la planète. Donc, quand on veut prendre action, nous, ici au Québec, parce qu'un consommateur a été lésé, on a besoin, dans bien des cas,
de la collaboration de nos pairs à l'étranger. On a aussi besoin de créer, à l'échelle de la planète, des obligations, des cadres pour ces activités-là qui sont harmonisées. Parce qu'évidemment, de ne pas avoir la même réglementation d'un pays à l'autre, ça amène toutes sortes de problèmes. Donc, on a travaillé très fort avec l'OICV pour consulter, je pense que la publication finale s'en vient, sur une série de recommandations qui vont être implantées par les membres de l'OICV, où il va y avoir des attentes par rapport à ce travail-là. Et l'encadrement qui a été mis en place au Québec et au Canada est tout à fait aligné avec ces recommandations-là. Donc, un beau travail qui a été fait par nos équipes de réglementation. J'ai emprunté cette diapo-là à ma collègue Maude de notre équipe des enquêtes, qui est arrivée avec le concept de the good, the bad and the ugly pour différencier les différents types de plateformes. Donc d'abord, les bonnes plateformes, les plateformes vertes, sont les plateformes qui sont dûment inscrites ou qui ont souscrit un engagement pré-inscription. Ça représente une petite fraction de toutes les plateformes qui existent, mais c'est important en ce sens que ça représente une offre réglementée pour les consommateurs québécois qui vont vouloir acquérir des cryptoactifs. On ne peut pas les arrêter. Ça reviendrait là, à dire on va arrêter Internet. Ça ne fonctionne pas. Donc, de pouvoir mettre à leur disposition une liste de plateformes qui sont inscrites. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont 100% sûres? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas perdre de l'argent sur ces plateformes-là? Bien sûr que non. Mais ce sont des plateformes qui respectent des standards minimaux et ce sont des plateformes qui vont se soumettre à des inspections de l'autorité ou de l'OCRI qui va être impliqué dans ce travail-là également. Ensuite de ça, les plateformes du milieu, ce sont des plateformes qui exercent leur activité de bonne foi, mais qui ne sont pas inscrites ici au Canada et qui ne nous ont pas contactés non plus pour souscrire à l'engagement pré-inscription. Donc, ce sont des plateformes qui opèrent illégalement chez nous. Et finalement, les plateformes qu'il faut redouter, ce ne sont pas vraiment des plateformes, c'est des fraudes, 100% frauduleuses, et il y en a beaucoup. On a parlé à une certaine époque des plateformes de Forex, de CFD. Maintenant, la mode, c'est les plateformes de crypto. Et je vais revenir tantôt là, sur le paquet de raisons là, qui font que, malheureusement, elles ont souvent beaucoup de succès. On a franchi une étape très importante récemment. Et là, c'est à mes collègues des enquêtes et mes collègues du contentieux à qui je vais lancer des fleurs. On a obtenu une décision du tribunal des marchés financiers. Cette décision-là, elle est très importante pour nous parce qu'elle vient confirmer plusieurs des assises sur lesquelles tiennent l'encadrement qui est présentement en place pour les plateformes. Donc, qu'un contrat sur cryptoactifs est effectivement une valeur mobilière et assujettie à la LVM. Bon là, j'avais dit que je ne parlerais pas de staking. Là. Je ne vais pas parler de staking. Mais le dernier point, qu'un produit dérivé, donc un futures, un contrat à terme qui serait offert sur une de ces plateformes-là, sur un cryptoactif, est effectivement un instrument dérivé au sens de la loi. Donc, tous des points très, très importants pour nous, puis qui vont être utilisés, évidemment, dans tous les autres cas qu'on va amener au tribunal. Il y a déjà des audiences aussi qui sont en cours. Je vous amène déjà à ma dernière diapo, mais c'est ici que je vais passer le plus de mon temps. Les fraudes au niveau des cryptoactifs, il n'y a rien de nouveau, vraiment. C'est les mêmes scripts, la fraude amoureuse, la fraude du président,
mais vraiment avec une saveur moderne et qui utilise les cryptoactifs pour pouvoir s'opérer peut-être plus facilement. Ce sont des fraudes très sophistiquées. Aujourd'hui, on dit qu'elles sont très sophistiquées. Demain, on va les trouver vraiment ordinaires. Elles vont être encore plus sophistiquées demain. Les publicités sur les médias sociaux sont souvent un véhicule très, très, très important qui mène à ces fraudes-là. Et là, on a parlé d'IA tantôt, je reviens avec l'IA, les hyper-trucages, ou en anglais, les deepfakes. Donc, on voit des publicités avec Wayne Gretzky, Ryan Reynolds, des animateurs de talk show, plus du côté canadien anglophone, qui n'ont pas fait ces vidéos-là, mais qui font la promotion d'une nouvelle plateforme de cryptoactifs, d'un nouveau cryptoactif qui vont permettre aux gens de faire beaucoup d'argent. Et c'est très crédible. Ce qui est très, très crédible aussi de plus en plus, puis là, on voit toutes les technologies comme ChatGPT qui peuvent aider. Ce sont des documents administratifs qu'on s'attendrait de recevoir d'une institution financière, très crédibles, mais qui sont en fait fabriqués de toutes pièces par des fraudeurs grâce à ces technologies-là. Un collègue me mentionnait, puis vous allez sûrement pouvoir faire des liens là, avec les choses que vous avez déjà vues, les fameux emails, les courriels d'hameçonnage. On les reconnaissait souvent parce qu'il y avait des fautes de frappe épouvantables dedans. Bien, puis maintenant, parce que c'est ChatGPT qui les écrit. Et ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez essayé en français, mais il parle très bien français. Il écrit très, très bien le français. Donc, on ne peut plus se fier à ça pour reconnaître un courriel d'hameçonnage. On ne peut plus se fier vraiment juste au look du document pour dire « Oh, c'est une fraude ». Donc, ça devient de plus en plus dangereux de se faire avoir. Les fraudeurs ont aussi, sont très habiles dans les techniques qu'on appelle de social engineering, donc d'établir un lien de confiance avec les gens à qui ils vont parler, avec qui ils vont interagir. Et ce lien de confiance-là mène à un paquet de comportements par la suite qui peuvent nous paraître complètement farfelus, mais dans les faits, c'est tellement bien fait que c'est, encore une fois, facile de se faire avoir. Les gens veulent aussi être autonomes dans la gestion de leurs finances, de plus en plus. Les outils sont là, les outils sont disponibles en ligne. On veut plus se déplacer en succursale. On passe beaucoup plus de temps depuis le début de la pandémie en ligne. Donc, tout ça sont des facteurs qui viennent exacerber le phénomène de la fraude, nous rendre encore plus vulnérables à ce phénomène-là. Je parlais il y a quelques jours avec une collègue des enquêtes qui me disait qu'une proportion très importante des dossiers qu'il traite implique que la victime a donné accès via le contrôle à distance à un fraudeur. Donc, pensez à toutes les fois où vous êtes en ligne avec votre support technique ou quoi que ce soit, puis la personne dit « OK, donne-moi accès à ton ordinateur, je vais régler ton problème. » On n'y pense pas nécessairement. Est-ce que cette personne-là est un fraudeur ou non? C'est une technique qui est de plus en plus utilisée. Et là, le fraudeur a accès à tout, au mot de passe, à toute l'information qui va se retrouver sur cet ordinateur-là. Et la victime le fait en toute bonne foi parce que ce lien de confiance-là avait déjà été établi. Il y a aussi une très grande proportion des plaintes qu'on reçoit qui concernent des sites qui n'ont rien à voir avec le Canada, donc qui sont à l'étranger. Et encore une fois, ça vient exacerber le travail, les difficultés du travail de nos enquêteurs
pour pouvoir essayer d'amener la situation, de résoudre cette situation-là. Monsieur Lacourcière l'a mentionné tantôt, l'IA. L'IA, c'est une technologie qui me fait rêver. On peut faire des choses extraordinaires avec ça, mais des fois, ça me tient réveillée la nuit en pensant à ce que les fraudeurs et les criminels peuvent faire avec cette technologie-là. Et ce n'est que le début. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vous ai vraiment comme tous déprimés profondément. Qu'est-ce qu'on peut faire? À l'autorité, on a des listes de mise en garde qu'on tient à jour rigoureusement. Mais qui va consulter dans la salle les listes de mise en garde de l'autorité? Qui est abonné au courriel de l'autorité? Et pourtant, avec quand même quelques personnes, et pourtant, là, vous êtes des initiés. Donc, la jeune génération, Frédéric, je ne sais pas si ta fille de 19 ans lit les courriels de l'autorité. Mes filles ne lisent pas les courriels de l'autorité. C'est un travail qui est important, c'est un travail qui est nécessaire, mais il faut amener les gens à développer le réflexe d'aller voir, de poser la question, de savoir qu'il y a une liste de plateformes à quelque part qui contient les listes de sites qui sont dangereux. On travaille avec nos pairs à l'international, je l'ai mentionné tantôt, mais je voudrais vraiment terminer sur les efforts de sensibilisation qui sont nécessaires. Donc, aujourd'hui, l'investisseur, le consommateur, il est assis dans son sous-sol le samedi soir devant son ordinateur. Il n'interagit plus nécessairement avec un humain dans une succursale ou dans un cabinet qui a pignon sur rue ici au Québec. Il est devant son ordinateur. Son réflexe de vigilance est super important. Il est plus important que jamais. Les fraudeurs sont partout dans le monde. Les produits et les services financiers que ces fraudeurs-là offrent ressemblent beaucoup aux produits des institutions financières traditionnelles. Je le disais tantôt, on passe plus de temps en ligne. Et en ligne, on partage beaucoup de renseignements personnels, malgré toute la sensibilisation qu'on essaie de faire autour de ça. C'est plus difficile pour un consommateur aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est beaucoup plus difficile parce que non seulement le consommateur doit avoir développé une littératie financière, mais il doit aussi avoir développé une littératie numérique, comprendre comment ce phénomène-là, comment l'Internet fonctionne, protéger ses renseignements personnels, consentir au partage de ces renseignements personnels, c'est pas simple. Et de reconnaître l'hameçonnage, reconnaître les fraudes, ce sont de nouvelles compétences qu'on doit tous développer, et particulièrement les plus jeunes qui aiment tout faire en ligne et qui ne veulent pas interagir avec des humains. Donc, mon appel, il est là. L'autorité, mes collègues, on travaille très fort à l'éducation des consommateurs, mais c'est une responsabilité qu'on a tous. Donc, vous comprenez, vous êtes ici aujourd'hui, donc vous comprenez qu'il y a un enjeu. Sensibilisez vos familles, sensibilisez vos amis, parlez-en. C'est comme ça qu'on va peut-être à petits pas éviter des fraudes. Et si quelqu'un dans votre entourage est dans une situation difficile par rapport à ça, ben, conseillez-lui de nous appeler au centre d'information. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Merci.